Bonjour et bienvenue dans Actes au crime, le podcast qui décrypte les faits divers les plus marquants. Ce soir-là, à Dunwoody Glen Apartments, la chaleur de la journée s'estompe doucement. On sent cette douceur particulière des fins d'été à Atlanta. Dans les allées du complexe, les lampadaires diffusent une lumière jaune, presque rassurante, sur les pelouses encore tièdes et les façades beiges. Derrière les fenêtres entr'ouvertes, on entend les bruits familiers des familles qui terminent leur dimanche. L'air est lourd, mais il y a comme une promesse de répit. Un de ces soirs où l'on voudrait que rien ne vienne troubler la tranquillité du quotidien. Au deuxième étage, la famille Williams s'apprête à rentrer chez elle. Crystal, 22 ans, s'affaire dans le salon, ramasse distraitement un sac à main posé sur la table basse. Sa mère, Danielle Sims, vérifie une dernière fois qu'elle a bien les clés de la voiture dans sa poche. Malachi, le plus jeune, traîne un peu, comme s'il voulait prolonger ces quelques minutes de calme, échangeant des plaisanteries avec sa sœur. Entre eux, il y a cette complicité rare, faite de regards entendus, de souvenirs partagés, une tendresse qui ne se dit pas toujours, mais qui se ressent dans chaque geste. Danielle, la mère, a toujours été le pilier de la famille. D'une voix douce, elle rappelle à Crystal de ne pas oublier son chargeur, puis se tourne vers Malachi, feignant de s'inquiéter pour ses baskets qu'il laisse traîner dans l'entrée. « Tu sais, si tu perds encore une chaussure, c'est moi qui choisis la prochaine paire, » lance-t-elle, mi-sérieuse, mi-amusée. Crystal rit, secoue la tête et glisse à son frère. Elle dit ça, mais tu sais bien qu'elle ne pourrait jamais te laisser sortir avec des chaussures moches. Ce sont ces petits rituels, ces échanges anodins qui tissent la chaleur du foyer. Dans la famille Williams, chaque anniversaire est une fête. Mais il y a une date qui compte plus que les autres, celle que Crystal partage avec Malachi. Nés le même jour à 4 ans d'intervalle, ils ont grandi comme des jumeaux, se chamaillant pour le gâteau, s'offrant des cadeaux faits main et se promettant chaque année de ne jamais se perdre de vue. Ce soir encore, alors qu'ils s'apprêtent à sortir, Crystal glisse à son frère à voix basse. « Tu te souviens, l'an dernier, quand maman avait oublié nos bougies ?» Malachi sourit, un peu gêné, mais heureux qu'elle s'en souvienne aussi. Crystal, elle, avance toujours avec détermination. Depuis toute petite, elle rêve d'indépendance, de réussite, de pouvoir offrir à sa mère et à son frère une vie meilleure. Elle a toujours été studieuse, attentive, et Danielle n'a jamais manqué une occasion de célébrer ses succès, que ce soit une bonne note, un diplôme, ou simplement une journée où tout s'est bien passé. Sur les réseaux sociaux, Danielle partage fièrement les photos de Crystal, ses sourires éclatants, ses moments de joie, mais aussi les épreuves traversées ensemble. Il y a dans leur histoire une force tranquille, une certitude que, tant qu'ils sont réunis, rien ne peut vraiment les atteindre. Pourtant, ce soir, alors que la porte de l'appartement se referme derrière eux, un silence inhabituel s'installe. Le couloir, d'ordinaire animé par les rires des voisins, semble plus calme que d'habitude. Crystal jette un regard par-dessus son épaule, comme pour s'assurer que tout est en ordre, puis rejoint sa mère et son frère sur le palier. Danielle, attentive, pose une main rassurante sur l'épaule de sa fille, un geste presque machinal, mais chargé d'une tendresse infinie. Malachi, lui, traîne un peu, l'air de rien, mais son regard glisse vers l'escalier, comme s'il pressentait que la nuit ne sera pas tout à fait comme les autres. Dehors, la nuit est tombée, enveloppant le parking d'une obscurité paisible, à peine troublée par le vrombissement lointain d'une voiture sur Peachtree Industrial Boulevard. Les Williams avancent ensemble, serrés les uns contre les autres, portés par cette routine rassurante qui, chaque soir, les ramène à la maison. Il y a, dans leur démarche, une harmonie silencieuse, une confiance forgée par les années et les épreuves partagées. Mais sous cette apparente sérénité, quelque chose flotte dans l'air. Une tension diffuse, imperceptible, qui s'insinue dans les gestes, dans les silences, dans la façon dont Danielle jette un dernier regard vers l'immeuble avant de descendre les marches. Crystal, elle aussi, semble hésiter un instant, comme si un pressentiment la retenait, puis elle sourit à son frère, chuchotant « Allez,
On y va, sinon maman va encore râler. Malaki hausse les épaules, mais il accélère le pas, soulagé de retrouver la lumière du parking. Alors que la famille s'approche de leur SUV, les clés tintent dans la main de Daniel, brisant le silence de la nuit. Le moteur n'a pas encore démarré, les portières claquent doucement, et l'espace d'un instant tout semble figé, suspendu dans cette parenthèse de normalité. Rien, à cet instant précis, ne laisse présager ce qui va suivre. La nuit pourtant retient son souffle. Dans la lumière tamisée du salon, Cristal s'installait parfois à la table, un cahier ouvert devant elle, le regard perdu dans ses notes, tandis que la télévision diffusait en fond les éclats de voix d'une émission locale. Elle avait ce geste, presque inconscient, de repousser une mèche de cheveux derrière son oreille, concentrée, mais toujours attentive au moindre bruit venant de la cuisine où sa mère préparait le dîner. Parfois, Malaki s'asseyait en face d'elle, feuilletant distraitement un magazine, ou lançant une remarque pour la faire sourire. Entre eux, il y avait cette proximité rare, faite de silences partagés et de confidences échangées à voix basse, surtout les soirs où la fatigue pesait un peu plus lourd, où l'avenir semblait à la fois prometteur et incertain. Cristal avait grandi dans cet équilibre fragile, porté par l'ambition de réussir, de décrocher ce poste qui lui permettrait d'offrir à sa mère et à son frère la stabilité qu'ils méritaient. Elle parlait souvent de ses projets, de ses rêves d'indépendance, de voyage, de diplômes accrochés au mur, mais aussi de petites choses, comme offrir à Malachi la paire de baskets dont il parlait depuis des semaines, ou emmener Daniel dîner dans ce restaurant du centre-ville dont elles avaient tant entendu parler. Sa détermination, tout le monde la remarquait, mais c'est sa douceur qui marquait le plus ceux qui la côtoyaient. Une façon de rassurer d'un simple regard, de réconcilier après une dispute, de trouver les mots justes quand la journée avait... La famille, pour Cristal, c'était un socle, une évidence. Elle n'imaginait pas avancer sans le soutien de Daniel, sans la présence rassurante de Malaki, ce frère avec qui elle partageait bien plus qu'une date de naissance. Leur complicité se lisait dans les gestes du quotidien, dans ces anniversaires célébrés ensemble, dans les souvenirs d'enfance qu'ils évoquaient parfois, à demi-mot, comme pour conjurer le temps qui passe. Daniel, elle, veillait sur eux avec une vigilance discrète, attentive aux moindres signes de fatigue ou de tristesse, encourageant Cristal à poursuivre ses études, à croire en ses capacités, à ne jamais se contenter de peu. C'est dans ce quotidien, fait de rituels et de promesses, qu'est apparu Justin Dion Turner. Au début, il avait ce charme facile, ce sourire qui désarme, cette assurance qui séduit. Cristal, comme beaucoup à son âge, s'est laissé porter par l'enthousiasme d'une rencontre, par la perspective d'un avenir à deux, par l'idée, peut-être naïve, que l'amour pouvait tout résoudre. Les premiers temps, Justin se montrait attentionné, multipliant les messages, les petites attentions, les promesses d'un futur radieux. Il parlait de projets communs, de voyages, de mariage même. Et Cristal, touché par cette intensité, avait commencé à rêver tout haut, à essayer des robes blanches devant le miroir, à imaginer la vie qu'ils pourraient construire ensemble. Mais très vite des fissures sont apparues. Des détails d'abord, presque imperceptibles, un ton un peu trop sec, une jalousie mal dissimulée, des questions insistantes sur ses sorties, ses amis, ses horaires. Cristal, au début, a voulu croire qu'il s'agissait d'une maladresse, d'une inquiétude passagère. Mais les tensions se sont multipliées. Justin devenait imprévisible, passant de l'enthousiasme à la colère sans raison apparente, exigeant toujours plus de justifications, de preuves d'amour, de sacrifices. Les disputes éclataient pour un rien, souvent suivies de longues excuses, de promesses de changement, de bouquets de fleurs déposés sur le pas de la porte. Danielle, attentive, aperçut l'évolution de la relation. Elle posait des questions, tentait de rassurer sa fille, lui rappelait qu'elle méritait mieux, qu'aucune histoire d'amour ne justifiait la peur ou la tristesse. Malaki, lui, observait en silence, inquiet de voir sa sœur s'éteindre peu à peu, perdre ce sourire qui illuminait d'ordinaire la maison. Un soir, alors que Cristal rentrait plus tôt que prévu, les yeux rougis, elle s'est effondrée dans les bras de sa mère, murmurant qu'elle ne savait plus quoi faire, qu'elle avait peur de décevoir, peur de rester, mais aussi peur de partir. Ce fut un moment charnière, une décision prise dans la douleur, mais portée par l'amour familial. Soutenue par Daniel et Malaki, Cristal a trouvé le courage de rompre, de mettre un terme à cette relation devenue toxique.
Les jours suivants ont été difficiles, marqués par l'angoisse, les messages insistants de Justin, les appels à toute heure, les menaces à peine voilées. La famille a tenté de préserver sa routine, de continuer à vivre malgré la peur qui s'immisçait dans chaque geste, chaque sortie, chaque retour à la maison. Daniel redoublait de vigilance, vérifiant les serrures, surveillant les alentours, tout en essayant de ne pas inquiéter davantage ses enfants. Malaki se souvient de ces soirées où, assis sur le canapé, il faisait semblant de regarder un film, mais où l'attention de chacun restait suspendue au moindre bruit venant de l'extérieur. Crystal, elle, oscillait entre soulagement et culpabilité, heureuse d'avoir repris le contrôle de sa vie, mais rongée par la crainte de représailles. Les jours s'étiraient, rythmés par les allers-retours à l'université, les repas partagés, les tentatives de retrouver une normalité qui semblait leur échapper. La tension pourtant ne cessait de croître. Justin, de plus en plus instable, multipliait les apparitions imprévues, les messages contradictoires, passant de la supplication à la menace en l'espace de quelques heures. La famille Williams, soudée, tentait de faire front, de ne rien laisser paraître, mais l'inquiétude s'installait, insidieuse, dans les moindres recoins du quotidien. Daniel, un soir, a confié à une amie qu'elle avait l'impression de vivre avec une ombre derrière la porte, une menace diffuse, impossible à nommer mais impossible à ignorer. Et puis, il y a eu ce dimanche de septembre. La chaleur de la journée s'était dissipée, laissant place à une soirée ordinaire, presque banale. La famille, fidèle à ses habitudes, a quitté l'appartement échangeant des plaisanteries, tentant de préserver l'illusion d'une vie normale. Mais, dans l'air, quelque chose avait changé. Crystal, avant de franchir le seuil, a jeté un dernier regard vers l'intérieur, comme pour s'assurer que tout était à sa place, que rien ne viendrait troubler cet équilibre fragile. Dehors, la nuit s'épaississait, et quelque part dans l'ombre, Justin attendait, prêt à bouleverser à jamais le destin de la famille Williams. La nuit est déjà dense, enveloppant le parking d'un voile d'obscurité que percent à peine les halos orangés des lampadaires. Les Williams, serrés dans leur SUV, referment les portières avec ces gestes familiers, presque rassurants, qui précèdent toujours le départ. Daniel, au volant, ajuste son siège, jette un dernier regard dans le rétroviseur, tandis que Crystal, sur la banquette arrière, échange un sourire fatigué avec Malachi. Rien, dans cette scène, ne laisse présager la violence à venir. Rien ne trahit l'angoisse qui pourtant rôde dans l'air, tapis dans l'ombre des arbres bordant la route. Le moteur gronde doucement, la voiture s'ébranle, s'engage lentement sur la voie de sortie du complexe, comme chaque soir, dans cette routine qui, jusqu'à présent, avait toujours protégé la famille. Mais à peine ont-ils parcouru quelques mètres qu'une autre voiture surgit, déboulant à vive allure, surgissant de la pénombre, pour venir se placer en travers de leur chemin. Le crissement sec des pneus sur l'asphalte résonne, inattendu, brutal, brisant la quiétude de la nuit. Le SUV s'immobilise, pris au piège, les phares de l'autre véhicule braqués sur eux, aveuglant, presque irréels. Dans l'habitacle, le temps semble suspendu. Daniel serre le volant, son regard glisse de ses enfants à la silhouette qui s'extirpe déjà de la voiture adverse. Crystal, figée, reconnaît aussitôt la démarche, la carrure, ce visage qu'elle aurait voulu oublier. Justin Turner, son ex-compagnon, s'avance, une arme à la main, le pas déterminé, le visage fermé. L'incompréhension d'abord, puis la peur, s'empare de la famille. Malakai, plus tard, racontera ce moment où tout bascule, où le danger prend soudain la forme la plus concrète, la plus implacable. Justin s'approche, sans un mot, le bras tendu, l'arme pointée vers le pare-brise. Il n'y a pas de cri, pas de sommation, seulement ce silence oppressant, ce souffle coupé, cette certitude que rien ne pourra arrêter ce qui est. Daniel, dans un réflexe maternel, se tourne vers ses enfants, leur intime de se baisser, de ne pas bouger. Crystal, tétanisée, sent la main de sa mère sur son épaule, une pression brève, mais infiniment protectrice. Malaki, lui, se recroqueville, cherchant à disparaître, à se fondre dans l'ombre du siège. Puis tout s'accélère, Justin ouvre le feu, les détonations claquent, sèchent, déchirant la nuit et la tôle du véhicule. Les vitres explosent, les éclats volent, la panique envahit l'habitacle.
Daniel, sans hésiter, se jette en travers, son corps faisant rempart entre l'arme et ses enfants. Elle encaisse les premiers impacts, son geste instinctif, désespéré, une ultime tentative de sauver ce qui peut l'être encore. Crystal, atteinte à son tour, s'effondre, son souffle coupé, son regard cherchant celui de son frère, Malaki, blessé, sans la chaleur du sang, la douleur fulgurante, mais aussi la terreur de voir sa famille s'effondrer autour de lui. Les tirs s'enchaînent, rapides, précis, comme si Justin voulait effacer toute trace, toute possibilité de fuite. Puis, soudain, le silence. Un silence lourd, irréel, seulement troublé par les gémissements étouffés, les sanglots, le souffle court de Malachi qui, malgré la douleur, comprend qu'il est encore en vie. Dehors, Justin recule, jette un dernier regard vers la voiture criblée d'impacts, puis remonte précipitamment dans son véhicule. Les pneus crissent à nouveau, la voiture s'éloigne, engloutie par la nuit, laissant derrière elle un chaos muet, une famille brisée. Quelques minutes passent, interminables, avant que les premiers voisins, alertés par les coups de feu, n'osent s'approcher. Certains restent à distance, pétrifiés. D'autres appellent les secours, leur voix tremblante peinant à décrire l'horreur de la scène. L'un d'eux, encore sous le choc, racontera plus tard avoir vu des silhouettes effondrées, du sang partout. Et ce silence qui vous glace le sang. Les sirènes des ambulances et des voitures de police déchirent bientôt la nuit, apportant avec elles une lueur d'espoir, mais aussi la confirmation que rien ne sera plus jamais comme avant. Les policiers, en arrivant, découvrent l'étendue du drame. Le SUV, arrêté en travers de la route, les portières entr'ouvertes, les vitres brisées, et à l'intérieur, les corps de Daniel et Crystal, déjà sans vie. Malachi, blessé mais conscient, tente de parler et de raconter, sa voix entrecoupée de sanglots. Il dira plus tard, dans un souffle, que sa mère n'a pas hésité une seconde, qu'elle s'est interposée, qu'elle a tout donné pour eux. Les secours s'affairent, transportent Malachi à l'hôpital, tandis que la police commence à quadriller le quartier, à recueillir les premiers témoignages, à tenter de comprendre ce qui vient de se passer. Dans les heures qui suivent, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les habitants du complexe, d'abord incrédules, se rassemblent en petits groupes murmurant, cherchant à mettre des mots sur l'indicible. L'un d'eux, encore bouleversé, confie au journaliste: « On pensait être à l'abri ici. On pensait que ce genre de choses n'arrivait qu'ailleurs. Mais ce soir-là, la violence s'est invitée au cœur de leur quotidien, brisant à jamais l'illusion de sécurité. » La police, très vite, identifie Justin Turner comme le principal suspect. Sa voiture, repérée à la sortie du quartier, disparaît dans la circulation, déclenchant une traque à l'échelle de la ville. Les patrouilles se multiplient, les barrages s'installent, les hélicoptères survolent les environs. La peur désormais s'est emparée de toute la communauté, chacun redoutant que Justin, armé et en fuite, ne frappe à nouveau. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les messages d'alerte circulent, tandis que dans l'appartement des Williams, le temps s'est arrêté, suspendu entre la douleur de la perte et l'attente angoissée de la justice. Dans cette nuit sans fin, la sidération domine, laissant place à une forme de stupeur collective. Les questions affluent, les souvenirs se bousculent, mais pour l'instant, seul compte la traque de Justin. Ce fugitif dont la violence a bouleversé à jamais le destin d'une famille et d'un quartier tout entier. Au petit matin, alors que la lumière grise peine à dissiper la stupeur de la nuit, les enquêteurs s'activent déjà autour du parking déserté, là où tout s'est joué quelques heures plus tôt. Très vite, la police de Dunwoody, aidée par les témoignages des voisins et les images de vidéosurveillance, parvient à reconstituer le fil des événements. Il ne leur faut que peu de temps pour identifier Justin Turner comme le principal suspect, son nom revenant dans chaque déclaration, son visage apparaissant sur les écrans, figé dans la lumière blafarde des caméras de surveillance. Les agents, conscients de la gravité de la situation, déclenchent aussitôt une traque à l'échelle de la ville, mobilisant toutes les unités disponibles, quadrillant les axes de sortie, multipliant les contrôles dans les quartiers périphériques. L'inquiétude se propage, palpable, jusque dans les écoles et les commerces, où l'on murmure que le tireur est toujours en fuite, armé, imprévisible. Pendant ces longues heures d'incertitude, la communauté retient son souffle, chacun redoutant que la violence ne frappe à nouveau. Mais au matin du 7 septembre, la tension se relâche enfin,
Justin Turner est localisé dans un quartier du sud d'Atlanta. Son interpellation, rapide et méthodique, ne laisse place à aucune ambiguïté. Il est menotté, conduit au poste, puis transféré à la prison du comté de DeKalb, où il attendra sa première comparution. Les charges qui pèsent sur lui sont lourdes, implacables. 2 chefs de meurtre, tentative de meurtre sur Malachi, possession illégale d'armes à feu, et usage de cette arme lors de la commission d'un crime violent. Dès les premières heures, le procureur annonce qu'aucune libération sous caution ne sera envisagée, compte tenu de la gravité des faits et du danger que représente le suspect. Lorsque Justin Turner paraît pour la première fois devant le juge, la salle d'audience est silencieuse, tendue. Les familles des victimes, venues nombreuses, se tiennent côte à côte, les regards fixés sur l'homme qui a bouleversé leur existence. Justin, lui, reste impassible, le visage fermé, les épaules basses, comme absent à ce qui se joue autour de lui. Aucun mot, aucun geste, pas la moindre trace de regret ou de trouble ne vient troubler son attitude. Cette froideur, cette indifférence affichée, choque profondément les proches de Crystal et Daniel, mais aussi les membres de la communauté venus assister à l'audience. Certains espéraient un signe, un aveu, ne serait-ce qu'un regard. Mais il n'y aura rien de tout cela. Le juge, d'une voix grave, énumère les chefs d'accusation, rappelle la violence des faits, puis ordonne le maintien en détention, sans possibilité de libération provisoire. L'affaire désormais suivra son cours devant la justice, mais pour beaucoup, la blessure reste béante. Dans les jours qui suivent, la douleur du deuil s'installe, pesante, dans l'appartement désormais silencieux des Williams. Malachi, le seul survivant, devient malgré lui le témoin central du drame. Son témoignage, livré d'une voix tremblante mais déterminée, éclaire d'un jour cru la mécanique de l'emprise et de la violence. Il raconte, sans détour, la peur qui s'était insinuée dans leur quotidien, la vigilance constante de sa mère, la volonté de Crystal de s'extraire d'une relation devenue toxique. Il évoque aussi, avec pudeur, le courage de Daniel, ce geste ultime, instinctif, qui l'a sauvé, lui, au prix de sa propre vie. Les mots de Malachi, relayés par la presse locale, résonnent bien au-delà des murs du tribunal. Il rappelle à tous que derrière les faits divers, il y a des vies, des liens, des promesses brisées. La communauté de Dunwoody, elle aussi, peine à trouver le sommeil. Dans les jours qui suivent, un élan de solidarité se met en place. Un soir, sur le parking du complexe, des dizaines de voisins, d'amis, de collègues se rassemblent pour une veillée à la bougie. Les visages sont graves, les regards embués de larmes. Mais chacun tient à rendre hommage à Crystal et Daniel, à dire, par la lumière fragile des flammes, que leur mémoire ne s'effacera pas. Les souvenirs affluent, les anecdotes se murmurent, et l'on évoque la gentillesse de Crystal, la force tranquille de Daniel, la complicité qui unissait la famille. Les funérailles, organisées quelques jours plus tard dans une église du quartier, rassemblent une foule émue venue saluer une dernière fois celle qui, par leur présence, avait su tisser autour d'elle un cercle de chaleur et de bienveillance. Les chants, les prières, les étreintes silencieuses témoignent de la profondeur du vide laissé par leur disparition. Mais au-delà de la peine, une question s'impose. Comment en est-on arrivé là ? Comment une jeune femme soutenue par sa famille, entourée d'amis, a-t-elle pu devenir la cible d'une telle violence ? Les associations locales, les travailleurs sociaux, les élus s'interrogent sur les failles du système, sur la difficulté, encore aujourd'hui, de protéger efficacement celles et ceux qui tentent de fuir une relation abusive. Les proches de Crystal, dans leur douleur, prennent la parole, appellent à une prise de conscience collective. Ils insistent sur la nécessité d'écouter les signaux d'alerte, de renforcer les dispositifs d'accompagnement, de ne jamais banaliser la jalousie, la possessivité, les menaces voilées. Les médias relaient ces appels, soulignant que derrière chaque drame, il y a souvent des signes avant-coureurs, des appels à l'aide qui n'ont pas été entendus à temps. Dans les écoles, dans les associations, des ateliers de sensibilisation sont organisés, des numéros d'écoute sont diffusés, et l'on rappelle que la prévention reste la meilleure arme contre la répétition de ces tragédies. La mort de Crystal et Daniel, aussi injuste soit-elle, devient le point de départ d'un mouvement, d'une mobilisation pour que plus jamais une famille n'ait à traverser une telle épreuve dans le silence ou l'isolement. Les proches, les voisins, les anonymes qui ont allumé une bougie ce soir-là sur le parking de Dunwoody Glen Apartment savent désormais que la fragilité du quotidien n'est jamais à sous-estimer.
que la force des liens familiaux, si précieuse, doit être protégée, soutenue, encouragée. Et c'est peut-être là, dans cette solidarité retrouvée, dans cette volonté de ne pas laisser l'oubli recouvrir les noms de Cristal et Daniel, que réside une forme de réponse, fragile mais essentielle, à la violence qui a frappé ce soir de septembre. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Actu Crime.